Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sciences et Fiction. Pour commencer, je vais vous souhaiter à tous une excellente année 2017, avec plein de belles choses, avec tout ce que vous pouvez souhaiter, et même peut-être encore un petit peu plus. Un numéro un peu particulier étant donné qu'il n'est pas diffusé directement dans l'émission La Vie des Livres comme en son habitude, mais en décalage d'une petite semaine, ce qui fait de ce premier numéro de l'année 2017 un numéro vraiment spécial. Cependant, sa spécificité s'arrêtera là, étant donné que je vais vous parler de science-fiction et de livres, et plus particulièrement de la science-fiction dans la bande dessinée. La bande dessinée a vu le jour en Suisse en 1827 grâce à Rodolphe Töpffer. Il s'agit alors d'une série de dessins sous lesquels se trouve un texte, donnant sens à l'image, et inversement, l'image donne sens au texte. Les histoires sont satiriques, Töpffer aimant observer ses semblables avant de les dépeindre avec tous leurs défauts. Il s'inspire de la comédie classique, mettant en scène des situations dont le comique tient à l'accumulation de faits absurdes ou d'erreurs d'interprétation. Il s'inspirera notamment d'auteurs de théâtre tels que Molière. D'ailleurs, ces personnages sont souvent représentés comme au théâtre, faisant face au public que constituent les lecteurs. Les phylactères, ces petites bulles dans lesquelles sont écrites les paroles des personnages, n'existent pas encore, pas plus que les onomatopées. Il faudra attendre 1929 et la naissance de Buck Rogers pour que la science-fiction fasse son entrée dans le monde de la bande dessinée. Un siècle après la naissance de la bande dessinée, ce super-héros, qui est un ancien pilote de l'armée américaine plongé dans le coma suite à un crash, se réveille au XXVe siècle et mène le combat face à Killer Kane, le dictateur de la planète Saturne, et sa complice, la princesse Ardala Valmar. Dans sa lutte, il est aidé de Vilma Deering et utilisera le tout premier pistolet à rayon laser désintégrateur de l'histoire de la science-fiction. Buck Rogers était né un an auparavant dans le magazine de pulp Amazing Stories, et après avoir vécu un certain nombre d'aventures sous forme de nouvelles, il a donc été adapté sous forme de bande dessinée, et a permis ainsi à la science-fiction de faire son entrée dans le monde de la BD. Il sera rapidement suivi par Flash Gordon en 1934. Flash Gordon est un super-héros qui n'a aucun super-pouvoir. Il est également connu en France sous le nom de Guy l'Éclair, peut-être un peu moins vendeur quand même que Flash Gordon. Sa mission est de sauver la Terre de l'invasion des troupes de Ming, l'empereur de la planète Mongo, un tyran cruel et sanguinaire. Pour cela, il va être aidé du professeur Hans Zarkov et de Dale Arden. On peut donc noter que les deux histoires sont somme toute assez semblables. La trame reste la même, et ce sont les deux tout premiers personnages de science-fiction que l'on retrouve dans les bandes dessinées. Ces super-héros qui n'ont pas de super-pouvoir vont faire appel à la science et à toutes les innovations technologiques pour mener leur lutte contre les méchants extraterrestres. À partir de là, la science-fiction ne cessera de se développer à travers la bande dessinée, qu'elle soit américaine ou française. En France, on devra attendre 1943 et la publication de Rayon U d'Edgar P. Jacobs pour que la science-fiction fasse son entrée dans le monde de la bande dessinée. Inspirée par Buck Rogers et Flash Gordon, cette bande dessinée raconte l'histoire d'une équipe d'explorateurs recherchant de l'uranium, un nouveau minerai aux propriétés prometteuses. Cependant, nos explorateurs seront trompés par un agent secret nommé Dagon et ne découvriront le fameux minerai qu'après avoir affronté moult dangers. Cette bande dessinée en one-shot, c'est-à-dire en un seul et unique volume, est comme une ébauche de celle qui rendra célèbre Edgar Jacobs, à savoir Blake et Mortimer. Même s'il ne s'agit pas d'une bande dessinée purement de science-fiction, certains albums de la série feront appel à des innovations scientifiques et technologiques qui permettront de classer ces albums dans le genre de la science-fiction. En 1945, le magazine Vaillant publie Les Pionniers de l'Espérance, de Raymond Poiret et Roger Lecureux. Le point de départ de l'histoire est, là encore, inspiré par Flash Gordon. Les héros, qui sont d'abord 6 puis tomberont rapidement à 4, devront protéger la Terre face à la menace que constitue une mystérieuse planète baptisée Radias.
La planète Radias se rapproche dangereusement de la Terre, créant moult cataclysmes à sa surface, et le vaisseau Espérance est envoyé à sa rencontre afin de la stopper. Au fil des albums, 2 des héros, Maud et Tanga, vont petit à petit occuper le devant de la scène, préfigurant ainsi un couple célèbre de la bande dessinée de science-fiction, Valériane et Laureline. A fortiori, dans les tout derniers épisodes des Pionniers de l'Espérance, nos héros, et donc Maud et Tanga, œuvrent pour un service spécial de recherche et investigation dans le temps et l'espace. On retrouve encore un tout petit peu plus Valériane et Laureline, qui ne prendront naissance qu'en 1967. C'est en 1967 que Jean-Claude Mézières, Pierre Christin et Evelyne Tranley publieront Valériane, agent spatio-temporel. Cette série popularisera la science-fiction en bande dessinée et inspirera même George Lucas pour les décors et costumes d'un certain film nommé La Guerre des Étoiles. Valériane et sa compagne Laureline sont des agents du service spatio-temporel de Galaxity, une mégalopole terrienne, capitale au XXVIIIe siècle d'un empire galactique. Les agents du SST se déplacent dans le temps et dans l'espace pour préserver les intérêts de Galaxity. Ils ont une interdiction formelle de modifier les événements du passé. Et ensemble, ils explorent de nouvelles planètes, participent à des expériences historiques, règlent des conflits planétaires, bref, s'assurent que l'histoire reste bien telle qu'elle est. Valériane et Laureline marquent profondément l'histoire de la science-fiction et de la bande dessinée, au point qu'en 2017, une adaptation cinématographique signée Luc Besson va voir le jour sous le titre de Valériane et la cité des 1000 planètes. Par la suite, la science-fiction va se développer dans la bande dessinée de plus en plus. On retrouvera notamment la caste des Métabarons de Jodorowsky, ou encore la foire aux immortels d'Enki Bilal, sans oublier l'Incal, illustré par Moebius. Ces auteurs et dessinateurs prolifiques ont remarqué durablement l'histoire à la fois de la science-fiction et de la bande dessinée, durant quelques décennies. En parlant d'événements marquants dans la science-fiction, le magazine Métal Hurlant, édité par les Humanoïdes Associés dans les années 80 puis les années 2000, aura lui aussi fortement contribué à l'histoire de la science-fiction et de la bande dessinée. Moult chefs-d'œuvre y verront le jour, comme Corto Maltese. Il y a aussi de grands noms de la bande dessinée qui participeront à Métal Hurlant, comme Gottlieb, Tardy ou Bilal, pour ne citer que. Ce magazine inspira notamment la revue américaine Heavy Metal et les films d'animation Métal Hurlant en 1981 et Heavy Metal 2000, qui, comme son nom ne l'indique pas, est sorti en 1999. Le magazine inspirera aussi une série télévisée, Métal Hurlant Chronicles, sortie en 2012. Le magazine Métal Hurlant aura donc profondément marqué le monde de la science-fiction ou de la bande dessinée, que ce soit en France ou outre-Atlantique. La science-fiction dans la bande dessinée ne s'est pas développée qu'en Europe et aux USA. Elle s'est aussi fortement développée au Japon, dans les mangas. Tout le monde connaît Go Nagai, qui a marqué l'histoire de la science-fiction dans les années 70 grâce à ses robots géants. Le plus connu en France étant sans aucun doute Goldorak, dont l'adaptation en dessin animé réjouira le jeune public dès 1978. Akira Toriyama, quant à lui, marquera toute une génération en dessinant et en écrivant les aventures du fameux Dragon Ball. Dragon Ball aura été classé en 2007 troisième meilleur manga de tous les temps au Japon. Dragon Ball est en fait une adaptation d'un roman de Wu Cheng, publié en Chine à la fin du XVIe siècle et nommé Le Singe Pèlerin. Toriyama y transforme ce conte merveilleux en une œuvre de science-fiction, notamment en transformant les démons en extraterrestres et en amenant Son Goku, le singe pèlerin, à combattre à travers tout l'univers. Un peu plus tard, en 1980, Katsuhiro Otomo, le père d'Akira, qui est un grand classique de la science-fiction post-apocalyptique, publiera Domu, un manga racontant l'histoire d'un groupe d'enfants doués de pouvoirs télékinésiques. Domu sera traduit en 1991 par les Humanoïdes Associés. Il se deviendra ainsi le tout premier manga traduit et publié en France. À noter Icar, un manga écrit par Moebius et Jean Annesté, illustré par le mangaka Jiro Taniguchi. Initialement pour faire 15 volumes, l'histoire a été remaniée pour tenir dans un unique tome de 280 pages. J'avoue que ce crossover Orient-Occident
était plutôt intéressant, mais aurait gagné à être davantage développé dans quelques tomes supplémentaires. Pour conclure, je vais vous parler d'un coup de cœur de la bande dessinée de science-fiction, Universal War One, de Dennis Bajram. Il s'agit d'une bande dessinée s'inscrivant dans la hard SF, c'est-à-dire dans une science-fiction présentant un cadre scientifique rigoureux. Dans cette bande dessinée en 6 tomes, Bajram explore brillamment le thème du voyage dans le temps via un trou de verre, ces structures qui relieraient 2 points de l'espace-temps, un peu comme un raccourci, un peu comme le trou que ferait un verre à travers un livre et qui permettrait de rallier directement la première à la dernière page, en ligne droite. Bajram explorera dans ces 6 tomes les conséquences futures des actions au présent des protagonistes. Pour ce faire, il va suivre les aventures de l'escadrille Purgatory, qui en 2098 est envoyée par l'armée pour étudier un mystérieux phénomène apparu au-delà de l'orbite de Saturne, baptisé le mur. Ce mur pourrait bien enflammer le conflit existant entre les CIC, les compagnies industrielles de colonisation, et l'UEGC, le gouvernement central des terres, et faire dégénérer ce conflit en la toute première guerre universelle. L'escadrille Purgatory pourra-t-elle empêcher cette guerre d'éclater, ou est-ce que ces actions, au contraire, amèneront à son déclenchement ? C'est une BD qui est très réussie sur le plan scénaristique. Le voyage dans le temps est bien exploité, de même que les paradoxes qui sont inhérents au voyage dans le temps. L'histoire est fluide, les personnages intéressants et les graphismes de qualité. Depuis 2013, UW2 Universal War 2 est publié chez Casterman et constitue la suite de Universal War 1. J'avoue attendre la publication de l'intégralité des tomes pour pouvoir me plonger dedans. Vivement que Dennis Bajram termine cette série. Il a prévu un 3e cycle. Pour conclure, c'est avec une grande impatience que j'en attends la sortie. Contrairement à mon habitude, je ne pourrai pas conclure cette chronique par la lecture d'un extrait d'œuvre. La bande dessinée ne se prétend pas vraiment à ce genre d'exercice. Donc je vous conseille vivement de vous plonger dans moult lectures de bandes dessinées, qu'elles soient récentes ou anciennes, et ainsi de tuer le temps qui va nous séparer de la prochaine chronique Sciences et Fiction, qui aura lieu donc le mercredi 1er février 2017. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.